Bonjour à tous, je m'appelle Sylvain, je suis psychiatre. Bienvenue dans Ma séance de psy, le podcast qui vous parle de la psychiatrie au cinéma. Je suis le docteur McMurphy, RP McMurphy. John est atteint de schizophrénie. Mais ça va bien, tout va très bien. Je suis pas fatigué, je suis en forme, c'est tout. À chaque fois, c'est moi la bonne poire. Et après, je me réveille et puis je me sens complètement vide. J'ai rien. J'ai compris qu'elle se fout de vous, qu'elle vous ment, comme à moi. Je pensais que je me suis fait des idées. Que j'entends des choses que je devrais pas entendre. Vous écoutez l'épisode 9 et pour m'accompagner une nouvelle fois, de l'autre côté de la table, j'ai le plaisir d'accueillir la Harley Quinn de ce podcast. J'ai nommé Laetitia. Salut Laetitia. Salut Sylvain, salut à tous. Je découvre en même temps que vous ce petit surnom. Très drôle. Et ben pour la première fois, on est face à face, au lieu d'enregistrer avec Skype. Là, on enregistre dans la même pièce. Alors, je suis content de t'avoir en face de moi aujourd'hui pour enregistrer. Parce qu'on va s'intéresser à un personnage des comics bien connu qui s'appelle le Joker. Tu connaissais un peu le Joker avant de regarder le film ? Honnêtement, pas vraiment. Je suis pas une adepte des comics. Du coup, j'ai pas forcément eu les références en lien avec cet univers-là, mais du coup, je l'ai découvert en travaillant sur le podcast. Oui, t'as pas un Joker préféré ? Non. Bah non, du coup. Parce que le Joker, on l'a vu quand même au cinéma, on l'a vu dans les dessins animés, dans des jeux vidéo, même celui de Jared Leto, non, dans Suicide Squad, tu l'as pas vu ? Ah si, je l'ai vu, si. Je l'ai bien aimé aussi, mais c'est vrai. Donc vous avez compris, aujourd'hui on va parler du film Joker. Alors, je vous présente un petit peu le film. Joker, c'est un thriller américain de 122 minutes, réalisé par Todd Phillips et co-scénarisé par Scott Silver. Il est sorti en 2019. Il met en scène Joaquin Phoenix dans le rôle d'Arthur Fleck, Robert De Niro dans le rôle de Murray Franklin et Frances Conroy dans le rôle de Penny Fleck, la mère d'Arthur. Frances Conroy, que moi j'ai revu avec plaisir parce que je la connaissais de la série Six Feet Under qui est sortie en 2001. Je ne sais pas si tu connaissais cette série. Non, non plus. Ça raconte les déboires d'une famille de croque-morts. Et c'est avec Michael C. Hall. Par contre, c'est celui qui joue Dexter. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc elle, je ne l'avais pas revue depuis et ça m'a fait plaisir de la revoir. Donc le film, il a cartonné, clairement, parce que pour un budget de 55 millions de dollars, le box-office international, c'est plus d'1 milliard de dollars. Donc gros carton, je pense que tous les gens qui écoutent ont au moins vu le film une fois, peut-être 5 Français qui ne l'ont pas vu, quoi. Donc pour résumer un petit peu l'histoire rapidement, ça se passe dans les années 80 à Gotham City. Arthur Fleck, qui est donc un comédien de stand-up raté, il vit avec sa mère dont il s'occupe et pour gagner sa vie, il se déguise en clown. Et donc l'interruption malgré lui de son suivi médical, une série d'événements traumatisants vont aboutir à sa transformation en Joker. C'est donc une proposition d'origin story en fait, qui est quand même pas mal inspirée d'un comic qui s'appelle The Killing Joke, écrit par Alan Moore. Alors pareil, Alan Moore, je me suis rendu compte qu'en fait j'aimais bien Alan Moore moi. Parce que j'ai vu qu'il avait écrit pas mal d'autres choses, notamment Watchmen, la bande dessinée, pareil, ça a été adapté en film. J'ai un énorme graphic novel qui s'appelle From Hell, qui raconte l'histoire de Jack l'Éventreur. Pareil, ça a été adapté au cinéma, et Johnny Depp. Super. Et puis V pour Vendetta aussi. Tout ça aussi, c'est Alan Moore, donc moi je suis fan. T'as déjà lu des BD, toi, d'Alan Moore, non ? Non, en tout cas les 3 dernières que tu as citées, là, j'ai pas lu les BD, mais j'ai vu les adaptations au cinéma, du coup. Est-ce que c'est moi ou c'est de plus en plus la folie dehors? La situation est tendue, oui. Les gens sont désemparés. Ils doivent lutter, trouver du travail. Les temps sont durs. Alors, on va parler un petit peu de la représentation du Joker dans l'univers des comics. Alors rapidement, parce que vont faire toute l'historique du Joker, c'est pas vraiment l'intérêt. Le personnage est inspiré d'un roman de Victor Hugo à la base, L'Homme qui rit. Peut-être que tu pourras nous en dire un petit peu plus tout à l'heure. Il fait référence à Gwynplaine, qui est un enfant qui a été kidnappé et défiguré par ses ravisseurs, d'où la grimace en forme de sourire. Le Joker, il apparaît pour la première fois dans le numéro 1 de Batman,
et il sera ensuite développé pour devenir la némésis de Batman. La principale motivation du Joker, c'est d'engendrer le chaos. C'est vraiment un élément de chaos, hein. Le Joker, il sert uniquement à ça, hein, dans les comics. Il est présenté comme imprévisible, impulsif, dénué d'empathie, pervers et sadique. Donc, aucun diagnostic n'a jamais vraiment été posé, en tout cas par les différents psychiatres qu'il a pu croiser dans les BD ou dans les films. En tout cas, tous les psychiatres qui l'ont examiné n'ont jamais posé le même diagnostic. C'est d'ailleurs un point important ça dans le film parce que le diagnostic d'Arthur Fleck est jamais vraiment mentionné. D'ailleurs, on verra, il n'y a pas vraiment de clinique franche qu'on peut dégager de son personnage. On sait juste qu'il est suivi, qu'il prend des médicaments. Mais voilà, c'est à peu près tout. Alors, toi, tu vas nous parler un petit peu justement de l'origine de ce personnage du Joker à travers le roman de Victor Hugo. Oui, moi j'aimerais bien revenir effectivement sur L'homme qui rit, parce que c'est vrai que je suis un peu plus portée sur les livres que sur les films en réalité. Déjà, le fait qu'on puisse pas vraiment poser de diagnostic précis sur le Joker, ça sous-entend que le tableau clinique ne correspond pas vraiment à un type de pathologie mentale spécifique. J'ai l'impression que c'est plutôt un mélange de plusieurs troubles. Mais donc, pour revenir sur L'homme qui rit de Victor Hugo, en fait, c'est un livre que j'ai vraiment adoré, que j'ai lu d'ailleurs il n'y a pas si longtemps. Et je ne savais pas du tout qu'il avait pu influencer le personnage du Joker. Donc ça m'a fait réfléchir. Ce livre-là, il a été publié il y a un petit moment déjà, en 1869. C'est Victor Hugo qui a écrit ce livre pendant son exil sur l'île de Guernesey, entre 1866 et 1868. Et alors je comprends pourquoi ça a été une source d'inspiration pour le Joker, mais il y a quand même beaucoup de différences entre les deux. Déjà au niveau du sourire, le sourire de Gwynplaine, en fait, c'est une mutilation réelle et subie. Il a été défiguré enfant par on les appelle les comprachicos. C'est des espèces de, je sais pas si on pourrait dire des pirates itinérants, en tout cas des voyous itinérants. Donc c'est une défiguration que lui, il a subie et qu'il aimerait ne plus avoir, pour ne plus être regardé par les autres comme un animal de foire, ne plus faire peur. Et donc ça, en fait, il ressemble plus au personnage du Joker qui était joué par Heath Ledger dans la trilogie de Christopher Nolan. En fait, Gwynplaine, il a vraiment... en fait, le sourire, c'est une ouverture d'une oreille à l'autre. C'est ça, ouais. Donc, on voit vraiment toutes ses dents, une partie de ses mâchoires. C'est vraiment très impressionnant comme mutilation. D'accord. Que le sourire du Joker, c'est un sourire terrifiant aussi, mais c'est un maquillage et c'est choisi. Au contraire, il ne souhaite pas du tout s'en cacher, il le met en avant, il le revendique, c'est presque identitaire ce sourire-là. Donc si Gwynplaine, sa difformité le discrédite, il y a un passage dans le livre où il est à la chambre des lords, il essaye de faire un discours assez sérieux sur les inégalités dans la société, et en fait sa mutilation, enfin ce sourire dérangeant le décrédibilise complètement. En fait, personne ne le prend au sérieux, et que le maquillage du Joker, j'ai l'impression que ça lui donne davantage d'impact sur les gens. Enfin, pour Gwynplaine comme le Joker, ce sourire-là les rend plus visibles, mais pour Gwynplaine c'est vraiment un fléau, alors que pour le Joker ça l'aide à se faire connaître et reconnaître. Et après, en termes de personne, quand même, Gwynplaine, dans le roman de Victor Hugo, c'est quand même quelqu'un de profondément humain, gentil, qui est très altruiste, alors que le Joker, il croit plus vraiment en l'être humain, et il fait quand même preuve de pas mal de méchanceté, pour le dire comme ça. Donc voilà. Et puis aussi quand même, point commun entre les deux, dans le livre comme pour l'univers du Joker, il y a un conflit quand même entre deux pans de la société à chaque fois. Dans le roman de Victor Hugo, il y a vraiment une scission entre les lords, la bourgeoisie, et du coup comment on pourrait dire, la couche un peu plus populaire de la société, un peu plus pauvre. Et dans l'univers du Joker, le conflit qu'on connaît entre les politiques, les riches de Gotham et les autres gens du peuple.
Ouais, c'est vrai que c'est pas mal repris, hein, ça, dans le film, cette espèce de vision un peu sociétale, les pauvres et les riches, la crise Mm. sociale, etc. D'accord, oui, donc ça se rapproche quand même pas mal du roman de Victor Hugo, en tout cas sur cette approche. Ouais, je comprends les sources d'inspiration, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de... En tout cas, les personnages sont quand même vachement différents, quoi. Mais... Alors l'autre chose qui caractérise le Joker, c'est au-delà du sourire, c'est le rire particulier justement d'Arthur Fleck dans le film. Joaquin Phoenix a pas mal communiqué là-dessus, sur la façon dont il a travaillé ce rire avec Todd Phillips. Voilà, il est allé dans des institutions médicales, psychiatriques, neurologiques, pour rencontrer des patients avec des rires pathologiques, pour pouvoir justement ressortir ce rire très particulier, qui effectivement fait partie de ce qu'on appelle les rires et pleurs pathologiques, qui sont décrits en fait comme des épisodes de crise de larmes ou de rire incontrôlables, mais qui sont déclenchés pour des stimulus, enfin des stimulations qui habituellement ne provoquent pas ce genre de réponse. Donc ce symptôme, ça fait partie d'un syndrome qui est bien connu, ça s'appelle le syndrome pseudo-bulbaire, qui traduit une atteinte des faisceaux pyramidaux corticobulbaires, donc des structures centrales profondes. Alors par contre, les principales causes de syndrome pseudobulbaire, c'est plutôt des maladies comme la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie neurodégénérative. Dans 40% des cas, on retrouve un syndrome pseudobulbaire. Ensuite, il y a les AVC, les accidents vasculaires cérébraux, qui sont dus soit à une artère qui se bouche dans le cerveau ou une artère qui saigne. Donc ça, c'est 10 à 20% des syndromes pseudobulbaires. Une maladie démyélinisante qui s'appelle la sclérose en plaques, qui est en fait une dégradation de la gaine des neurones qui s'appelle la gaine de myéline, qui fait que les neurones ne communiquent pas bien entre eux. Donc la sclérose en plaques, c'est 7 à 10% des syndromes pseudobulbaires. Et enfin, la maladie de Charcot ou la sclérose latérale amyotrophique, pareil, c'est une maladie neurodégénérative plutôt périphérique et qui présente un syndrome pseudobulbaire dans 20 à 50% des cas. Donc tout ça ne concerne pas Arthur Fleck, mais c'est vrai qu'on retrouve des études où il y a des cas particuliers où le syndrome pseudobulbaire est la conséquence de lésions traumatiques du cerveau. Et ça, on le verra, il en parle dans le film. C'est mis en avant. Arthur, il était battu par son beau-père et le fait d'être battu de façon répétée aurait provoqué ce syndrome pseudobulbaire. Par contre, il faut savoir que voilà, c'est pas avoir un syndrome pseudobulbaire, c'est pas juste avoir des rires spasmodiques comme ça. C'est accompagné d'autres troubles qui là sont pas montrés dans le film, et notamment des troubles de la déglutition. Les gens qui souffrent de syndrome pseudobulbaire, ils font souvent des fausses routes, voilà, au liquide ou au solide. Ils ont aussi des troubles de la phonation. Ils parlent un peu du nez. Et puis surtout, ils ont une diminution de la mobilité de la langue. Voilà. Enfin, donc ça touche quand même un ensemble de choses dans la sphère ORL, et c'est pas seulement juste un rire spasmodique. Donc c'est un rire qui est bien d'origine neurologique et qui ne doit pas être confondu avec ce qu'on appelle en psychiatrie les rires immotivés, qu'on peut observer comme dans des pathologies comme la schizophrénie, où là justement le rire ou la façon de rire traduit la dissociation de la pensée, la désorganisation. C'est-à-dire que le sourire survient dans un contexte qui ne correspond pas. Il n'y a pas forcément de stimulation comme ça peut être le cas dans le syndrome pseudobulbaire. Là, les gens se mettent à rire sans raison. Voilà. Par contre, je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans le film, le rire d'Arthur change, ou en tout cas, ce rire pathologique qu'on voit pendant toute la période où c'est encore Arthur Fleck, ce rire-là, il disparaît au moment où Arthur devient le Joker. Voilà, alors,
Il y a quelques éléments aussi dans le film qui nous permettent d'en comprendre un petit peu mieux le terrain psychiatrique du Joker. Alors on peut faire une genre de mini-analyse sémiologique, bien qu'on n'ait quand même pas des masses d'informations quand même. Alors ce qu'on sait dans le film sur le Joker, c'est que il a déjà été hospitalisé en psychiatrie. On voit un plan très court à un moment donné où on voit qu'il est dans une chambre d'isolement, en train de se taper la tête contre la porte. Donc voilà, on sait qu'il a été hospitalisé, mais on ne sait pas pourquoi. On sait qu'il est suivi en psychiatrie puisqu'il se rend à l'hôpital d'Arkham. Différence avec les BD ou les autres films, c'est que là on parle d'institution médicale Arkham alors que d'habitude on parle plutôt d'asile, notamment dans les comics. On sait qu'on lui prescrit des médicaments, il prend 7 médicaments différents. Alors dans le film on en voit au moins 2. On sait qu'il prend un antidépresseur, quelque chose qui s'apparente à la phénelzine, et un autre qui est une benzodiazépine. À un moment, il y a un plan où on le voit prendre des cachets. C'est à peu près tout ce qu'on sait sur ces médicaments. Ça ne nous avance pas à grand-chose, mais bon. En tout cas, on reconnaît facilement les benzodiazépines parce qu'une benzodiazépine, le nom finit toujours par zépam ou par zolam. Donc ça, c'est facile à reconnaître. Donc voilà, on sait qu'il prend ces médicaments-là. Les antécédents familiaux, on ne les connaît pas vraiment vu qu'il a été adopté. Et puis, le principal antécédent, c'est un antécédent neurologique, les traumatismes crâniens répétés, la maltraitance par son beau-père dont on parlait tout à l'heure, et le syndrome pseudobulbaire qui en découle. Donc évidemment, ce qui saute aux yeux aussi dans le film, c'est la violence, la représentation de la violence. L'ambiance globale du film est quand même assez malsaine, hein, ne serait-ce que par des références. Déjà The Killing Joke, avec la réplique, mais qu'on entend à peine à la fin du film quand il débarque chez sa voisine. Et qu'elle est prise par surprise de le voir installé chez elle comme s'il était chez lui. Et on l'entend à peine, il dit « J'ai passé une mauvaise journée ». Et ça, c'est la base du comic The Killing Joke, où toute la stratégie du Joker pendant toute la BD, c'est de dire que voilà, il suffit d'avoir passé une très mauvaise journée pour basculer dans la folie. Et quelque part, c'est un peu caricatural, mais c'est un petit peu vrai, parce que souvent, ce qui peut déclencher l'apparition d'un trouble psychiatrique, c'est un événement particulier, ou une succession d'événements qui font qu'à un moment donné, on décompense ou on présente une maladie psychiatrique. Donc à la fois c'est vrai et pas vrai. Comme autre référence, il y a évidemment le club de stand-up qui s'appelle le Pogo, et aussi le maquillage du Joker en lui-même, qui sont des références au tueur en série John Wayne Gacy, qu'on appelait Pogo le clown. Et puis après, je ne sais pas si la référence est volontaire ou pas, mais la chanson Rock'n'Roll Partout de Gary Glitter, qui fait référence à ce chanteur qui a été impliqué dans plusieurs affaires de pédophilie et d'abus sexuels à la fin des années 90 et qui est condamné depuis 2015 à 16 ans de prison. Pareil, il y a 2-3 trucs dans le film, on ne sait pas si ça a été fait volontairement ou si c'est un accident, mais... notamment, il y a toute une théorie comme quoi Arthur Fleck fantasmerait toute son histoire du début à la fin et qui serait dans le délire tout au long du film, et qu'il y aurait que vraiment à la fin, quand on le voit face à son psychiatre, qu'on réalise qu'il a raconté tout ça. Moi, je crois pas trop à cette version. Non, mais il y a des gens qui ont développé une théorie là-dessus. Qui ont analysé dans ce sens-là, qui ont tout interprété dans ce sens-là. Ouais. Notamment l'histoire du nombre de coups de feu qu'il tire dans la station de métro. Donc il a un revolver à 6 coups. Si tu comptes bien, en fait, il tire 8 fois. Alors est-ce que c'est fait exprès ou est-ce que c'est un accident ? Ça, on ne sait pas. Il y a quand même des gens qui comptent les coups de revolver. C'est des détails quand même. Il faut les noter, quoi. Enfin voilà, toutes ces références sont une bonne transition pour que tu puisses nous parler du concept de la violence et de sa représentation dans le film. C'est vrai que la violence dans le film, moi, c'est quelque chose qui m'a sauté au visage tout de suite. Je trouve qu'elle est présente vraiment tout le temps, sous plein de formes différentes. Vraiment, je pouvais pas faire l'impasse dessus. Du coup, pour commencer, c'est quoi la violence ? Alors, j'ai trouvé une définition de l'OMS qui date de 2002, donc déjà 20 ans.
Où ils disent que le terme violence désigne l'usage délibéré ou la menace d'usage délibéré de la force physique ou de la puissance contre soi-même, contre une autre personne ou contre un groupe ou une communauté, qui entraîne ou risque d'entraîner un traumatisme, un décès, un dommage moral, un mal développement ou une carence. Alors, clairement, cette définition est un peu floue, et elle cible quand même la violence physique, alors que, on le sait maintenant, il y a vraiment plein de formes différentes de violence, et il y a vraiment plein de moyens de l'exercer contre quelqu'un. Donc dans le film, il y a plusieurs formes de violence qui sont montrées, hein, donc la violence physique forcément, avec toutes les bagarres, les coups, les lynchages dont est victime Arthur, et dont est victime et auteur Arthur. La violence psychologique avec les humiliations, les moqueries, et tout ce qui va être violence sociale avec l'exclusion, la précarité, et aussi l'agressivité dans le rapport aux autres. Du coup, j'ai voulu faire petite partie là-dessus, sur la violence et la santé mentale. Et pour commencer, j'ai un peu lu l'article de Rossinelli, qui date de 2006, Violence et psychiatrie. Et c'est un point qui me tenait à cœur quand même, sur la victimisation des personnes souffrant de maladies mentales. Où en fait, alors c'est l'inverse de la représentation qu'on pourrait avoir par rapport à la dangerosité des personnes qui souffrent de maladies mentales. En fait, ces personnes-là, elles ont plutôt tendance à être victimes qu'agresseurs. Et dans l'article, du coup, il mentionne qu'aux États-Unis, des études ont montré que le taux de victimisation était de 65% pour les malades mentaux, contre 13% pour la population générale. Dans le film, surtout la première moitié, du coup, on voit que Arthur Fleck, il est tout le temps victime de violence. Dans la rue, à son travail, dans les transports. C'est quand même assez criant. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je pense qu'ils subissent plus souvent la violence qu'ils ne l'exercent. Et un autre point qui est abordé aussi dans cet article-là, c'est les soins inappropriés ou insuffisants qui sont proposés aux patients. Donc, les carences thérapeutiques du système. Et le fait que ça va avoir une incidence sur la majoration des risques psychiatriques. Dans le film, on voit que pour Arthur, il y a une majoration de ses symptômes et des passages à l'acte suite à l'arrêt du suivi avec l'assistante sociale et à l'arrêt de sa prise de traitement puisqu'il n'a plus de prescripteur. Oui, c'est vrai qu'on voit, il a 2 rendez-vous avec son assistante sociale, et je crois, et au 2e rendez-vous, elle lui annonce que le service va fermer pour des raisons de budget, et du coup, lui, il demande comment il va faire pour se procurer son traitement. Et on lui propose pas spécialement d'alternative, parce que y en a pas. C'est tout à fait une scène qui pourrait se jouer de nos jours, hein, je pense, dans certaines structures, malheureusement, mais voilà. Il y a vraiment un avant-après quand même... après cette rupture de soins dans le film. Et un autre concept du coup que je voulais évoquer, parce que il y a quand même, au-delà de la violence, des violences individuelles, il y a vraiment une violence sociale dans le film qui est mise en avant. Donc là, j'ai regardé une audition publique de la Haute Autorité de Santé sur la dangerosité psychiatrique qui date de 2011. Et du coup, je suis un peu partie de la phrase... c'est une phrase que Arthur écrit dans son carnet, je crois... alors, je ne sais plus à quel moment du film. Il écrit « Le plus drôle quand tu souffres d'une maladie mentale, c'est que les gens s'attendent à ce que tu te comportes comme si tu n'en avais pas. » Ah oui, c'est au début du film, ça, ouais. C'est au début, ouais. Et je trouve que c'est assez vrai. C'est des choses qu'on a déjà pu, en tout cas, me rapporter. Si on se comporte de manière à ce que la maladie mentale finalement transparaît, il y a comme un risque d'être mis à l'écart ou effectivement stigmatisé ou mal perçu. Et du coup, dans cette audition publique de la HAS, ils disent bien qu'on peut faire aujourd'hui le constat d'un nombre croissant de patients qui souffrent de troubles mentaux graves et qui vivent dans des conditions d'extrême précarité et de grande marginalisation. Je trouve que, il y a vraiment ce phénomène-là, alors peut-être un peu moins en France qu'aux États-Unis, je sais pas, de marginalisation.
On constate aussi qu'il y a des facteurs ce qu'on appelle des facteurs de vulnérabilité sociale. Donc dans le film, on voit que Arthur, il a peu de revenus, il y a une précarité de l'emploi, enfin même une précarité globale, j'ai envie de dire, pas que sur l'emploi. Mais il y a une vraie incertitude permanente par rapport au lendemain. Il est quand même dans un isolement assez important dans le quotidien, avec ce repli auprès de sa mère. Tout ça, ça va être des facteurs de vulnérabilité qui risquent de l'exposer un peu plus à la violence, pour dire comme ça. Et Tu veux dire à commettre des actes violents ? Non, pas forcément. Je pense que on voit, je sais pas comment c'est représenté dans le film aussi, mais le quartier dans lequel il est et le fait qu'il n'ait pas forcément de ressources sociales, le fait qu'il n'ait pas de ressources économiques, le fait qu'il soit isolé, tout ça, à l'inverse d'une personne qui aurait toutes ces choses-là, où ça pourrait être des facteurs de protection, lui, le fait de ne pas avoir ces ressources-là, ça va pouvoir le desservir et du coup l'exposer un peu plus à la violence en acceptant des emplois précaires, en prenant des risques un peu plus, ou ce genre de choses. D'accord. Et pour finir, du coup, sur la violence, donc je passe au cran encore un peu plus large. Après la violence sociale, il y avait aussi une notion de détresse sociale. Donc, détresse sociale, j'entends du coup une espèce de pauvreté chronique et globale qui, à force d'humilier les personnes, de les isoler au niveau de leur dignité, en fait, ça crée une forme de désespoir qui amène la personne à contribuer, bien malgré elle, au cercle vicieux de l'exclusion sociale. Et c'est vrai que dans le film, on est exposé en permanence à la répétition des violences et des humiliations que subit Arthur. On voit qu'il est pris dans une forme de désespoir, voire de résignation, dans ce système dans lequel il n'arrive pas à vivre. Il survit tant bien que mal malgré ses difficultés. La détresse sociale à Gotham, elle vient du contexte, ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, les inégalités sociales, mais aussi elle vient de son milieu familial. À Arthur, donc je le disais, peu de revenus, la maladie mentale de sa mère, les maltraitances. Et puis, il y a aussi des facteurs individuels, forcément, donc tous les troubles d'Arthur, son trouble de la personnalité, sa souffrance qui viennent s'articuler à tout ça. Donc on est un peu dans le fameux modèle biopsychosocial, si tu veux rebondir là-dessus. Non, mais c'est surtout c'est présenté un peu de façon caricaturale dans le film, mais bon, la détresse sociale, elle comment dirais-je, elle se manifeste dans le sens où quand il monte l'escalier au début du film, il est tout voûté, tout triste, machin, alors que quand il redescend l'escalier en Joker, à ce moment-là, c'est complètement l'inverse, quoi. C'est un peu obvious, quoi, mais oui. Ça résume assez bien tout ce que tu viens de dire. La scène de l'escalier, là, que tu dis, elle a été souvent reprise parce que symboliquement, c'est vrai qu'il y a un peu les deux niveaux de la société, finalement. Et puis cette dualité aussi entre Arthur et le Joker. Comme tu dis au début, il monte, il est complètement abattu. Je pense que toute sa posture non verbale traduit l'abattement et le désespoir. Et quand il redescend en costume de Joker, plein de couleurs, qui danse, c'est assez parlant, effectivement. Vous vous appelez comment ? Bonjour, Murray. C'est Arthur. Arthur ? Oui, je m'appelle Arthur. J'ai senti tout de suite que vous n'étiez pas un garçon ordinaire. D'où vous venez ? J'habite à Gotham City avec ma mère. Non, attention, ça n'a rien de comique. Avant de devenir célèbre, moi aussi j'ai vécu avec ma mère. On était que tous les deux. C'est moi le gosse dont le père est allé s'acheter des cigarettes. Sans jamais revenir. Je sais ce que c'est, Murray. Depuis tout petit, je suis l'homme de la maison. Je suis aux petits soins pour ma mère. Alors bon, on va parler quand même rapidement des quelques fausses idées qui sont véhiculées par le film sur la maladie mentale. La principale en fait, c'est l'idée que les patients qui souffrent de troubles psychiques sont potentiellement des tueurs.
Euh, bon, c'est un petit peu d'actualité parce qu'en ce moment, il y a une affaire là, qui défraye la chronique avec une infirmière qui a été poignardée à Reims par une personne qui souffrait de troubles psychiques. Alors bon, voilà, on a tendance facilement à faire l'amalgame entre maladie psychique et passage à l'acte violent ou médico-légaux, quoi. Donc bon, ça, il faut le dire, hein, on en a déjà parlé hein, dans d'autres épisodes, mais voilà, c'est faux. Hein. Il y a un article qui est paru là-dessus dans l'information psychiatrique en 2009, qui fait un petit peu le tour de la question et qui précise que si les individus atteints de troubles mentaux présentent une augmentation du risque de violence, ils sont rarement à l'origine d'actes criminels plus graves. Voilà, c'est-à-dire que le trouble mental seul ne constitue pas un facteur de risque de violence. Alors après, en l'absence d'abus d'alcool ou de substances, les individus atteints de troubles mentaux auraient une probabilité identique à celle de la population générale de commettre un acte de violence. Voilà. Retenons que le passage à l'acte hétéro-agressif ou médico-légal est avant tout quelque chose qui est multifactoriel. Effectivement, il faut qu'il y ait un trouble psychique préexistant, qu'il y ait des consommations éventuellement de toxiques associés, que les personnes souffrent d'une personnalité pathologique, qu'il y ait un contexte socio-économique, éducationnel, une absence de suivi médical, un arrêt de traitement médicamenteux. Enfin, c'est un ensemble de choses, quoi. C'est pas juste je souffre d'un trouble psychique, donc potentiellement je suis un tueur en série ou quelqu'un qui va tuer des gens comme ça sans raison. Pareil, dans un article des Annales médico-psychologiques, pareil en 2009, septembre 2009, une étude qui s'est intéressée à des cas de dossiers d'expertise. Donc sur 210 dossiers d'expertise psychiatrique pénale pour homicide, seulement 5% des personnes étaient des cas de schizophrénie. Donc c'est très très peu. Hein. Donc c'est déjà très peu probable de présenter des cas d'hétéroagressivité avec violence physique et meurtre chez des patients qui souffrent de troubles psychiques. Et on voit que ça, quand on pousse les choses jusqu'à l'expertise, voilà, c'est une très faible quantité de personnes. Hein. Voilà, il faut savoir que globalement, les personnes qui souffrent de troubles psychiques se font plus souvent du mal à elles-mêmes qu'aux autres. La majorité des cas, c'est plutôt des patients qui se suicident que des patients qui tuent des gens. Hein. Voilà, donc ça, si on se base sur la maladie psychiatrique pour caractériser le Joker et sa violence, bon, forcément, on fait une erreur là. Mais pareil, hein, je le redis, la pathologie psychiatrique, le film ne tourne pas vraiment autour, quoi. Bon voilà, et puis deuxième chose quand même un peu caricaturale, c'est quand il va à l'hôpital psychiatrique, qu'il va rendre visite, non je sais plus, je crois il va voir son dossier médical, enfin je sais plus, et donc il se retrouve dans l'ascenseur avec un patient qui est attaché sur son brancard, qui hurle, qui se débat, voilà. Donc forcément, quand on a cette image-là de la psychiatrie, ça donne pas envie de se soigner, hein. Je veux dire, la psychiatrie, c'est pas des gens attachés sur des brancards qui hurlent. Hein. Non, mais ça pareil, on en a déjà parlé. Enfin, la contention en psychiatrie, c'est quelque chose c'est hyper réglementé, et ça se fait pas comme ça à tout bout de champ, sans raison, quoi. C'est vraiment. Enfin bon, voilà, ça, je sais plus dans quel épisode on en avait parlé. Ça, je crois que c'était ça devait être dans le premier épisode, j'en avais parlé dans Un homme d'exception. Voilà, donc le diagnostic, comme je disais, il n'est pas évoqué dans le film. Pourtant, il y a quand même un psychiatre qui s'est lancé, qui a fait un article là-dessus dans une revue de l'université de Cambridge. Voilà, c'est à titre anecdotique. Il a décrypté le film. Bon, après, voilà, tout le monde a donné un peu ses hypothèses sur le diagnostic du Joker, même si finalement, c'est vraiment pas c'est pas le fond du sujet.
Donc lui, qu'est-ce qu'il retient? Il retient évidemment le syndrome pseudobulbaire consécutif au traumatisme crânien. Lui, il écarte le diagnostic de schizophrénie au profit d'un trouble de personnalité antisociale et narcissique. Bon voilà, ça se discute. Bon, c'est vrai qu'après, c'est un peu compliqué de savoir quelqu'un qui prend 7 médicaments différents. On ne sait pas trop quels sont les autres médicaments qu'il prend. Après, cliniquement, il ne présente pas grand-chose de la schizophrénie, ça c'est sûr. Après, personnalité antisociale, c'est psychopathe, quoi. Ouais, bon, pourquoi pas. Narcissique, oui, sûrement. Voilà, bon, ça c'était la petite parenthèse anecdotique. On va parler maintenant d'une phrase importante du film qui est prononcée par le Joker et qui fait référence à la société. Est-ce que la société a les patients psychiatriques qu'elle mérite? Donc Arthur Fleck, déjà en Joker à la fin du film, lors de son interview par Murray Franklin, il répond de façon un peu expéditive à la question en tirant une balle dans la tête à bout portant à Murray Franklin. Mais son geste est précédé donc de cette phrase qui résume en quelque sorte le film. « Tu obtiens quoi quand tu croises un aliéné mental solitaire avec une société qui l'abandonne comme un malpropre? Tu obtiens ce que tu mérites. » Tu veux une autre blague, Murray? Non, tes blagues, on les a assez entendues. Tu obtiens Non, quoi merci, ça si ira. tu croises un On a assez aliéné entendu tes mental blagues et comme ça, c'est solitaire bon. avec une société qui l'abandonne dans son coin et le traite comme de la merde? Appelle la police. Je vais te dire, moi, ce que Appelle la t'obtiens. police. T'obtiens ce que tu mérites, enculé! Alors, est-ce que ça veut dire que la violence physique des personnes souffrant de troubles psychiques est proportionnelle à la violence sociale qu'ils perçoivent? Voilà. Est-ce que la société est responsable des actes hétéro-agressifs des patients psychiatriques? Ce débat-là, il pourrait durer des heures. Voilà. Comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas oublier quand même que dans la majorité des cas, les patients ils retournent plutôt la violence contre eux plutôt que contre les autres. Voilà. Bon, j'aime pas trop l'idée que l'image des patients soit réduite juste à leurs troubles du comportement. Le film, il parle d'inégalité sociale, toutes personnes confondues, et de la criminalité que ces personnes pourraient engendrer. Donc en prenant le point de vue d'Arthur Fleck, on pourrait facilement avoir tendance à faire l'amalgame entre maladie mentale et violence. De nombreux articles, notamment celui de Hanser en 2020 dans le Journal of Economic Structure, mettent en évidence une corrélation entre criminalité et inégalité sociale. Mais il précise bien que, dans ses recommandations, que l'aspect santé n'est qu'un élément parmi d'autres. Il faut tenir compte aussi, t'en parlais un petit peu tout à l'heure aussi, de l'éducation, du niveau d'emploi, etc. Alors, sachant que la criminalité est proportionnelle à l'importance de l'écart de richesse, l'exemple de Gotham City est un peu caricatural, puisque l'écart entre les riches et les classes moyennes est vraiment extrême, quoi. Il y a les très riches et les très pauvres, quoi. Donc finalement, iconiser dans le film un patient souffrant de troubles psychiques en le montrant à l'origine d'un mouvement contestataire violent, pour moi ça renvoie une fois de plus à une image un peu stigmatisante de la psychiatrie, quoi. Il est vrai que l'OMS indiquait dans son rapport de 2004 que la pauvreté était un facteur qui pouvait jouer un rôle important dans l'apparition des troubles de santé mentale, et inversement. Et dans pauvreté, ça incluait insécurité, bas niveau d'éducation, mauvaises conditions de logement et aussi malnutrition. Donc effectivement, sur ce sujet, le film, il enfonce un peu une porte ouverte, mais de là à faire un lien direct entre l'augmentation des maladies mentales et l'augmentation de la violence, c'est quand même assez discutable. Enfin, toi, Laetitia, sur la question, tu voulais plutôt faire une observation un peu plus concrète sur ta pratique, et surtout depuis la pandémie du Covid-19. Oui, c'est intéressant parce qu'on est parti sur deux angles différents à partir d'une même phrase, sur le fait que la société a les patients qu'elle mérite. Mais ouais, moi, c'est plutôt ça qui m'est venu à l'esprit, sur le lien du coup entre les pathologies et ce qui domine dans la société. Déjà sur le fait que la société peut avoir un impact sur la prévalence des maladies psychiatriques.
Donc la prévalence, ça va être le nombre de cas d'une maladie dans une population à un moment donné. Et depuis la période Covid et les confinements, depuis donc, environ 3-4 ans, moi je constate vraiment une augmentation, enfin je suis pas la seule je pense, une augmentation des troubles anxieux et des troubles dépressifs, ainsi qu'une hausse des conduites addictives, et ça pour le coup, j'en parlerai un peu plus tard, mais je le vois aussi dans mon autre activité en centre d'addictologie, c'est assez marqué. Du coup, le lien avec la société, alors par rapport aux troubles dépressifs, ce qui ressort, c'est vraiment, en tout cas chez les gens pour les gens que je reçois, une difficulté à donner du sens à sa vie, à se réaliser dans des projets ou des objectifs concrets. C'est vrai que pendant le confinement, surtout le premier en 2020, les personnes ont vraiment rapporté un sentiment de vide important, avec une perte de sens, des questionnements existentiels, introspectifs. Voilà, c'était un peu le moment où je pense chacun a remis sa vie en question, que ce soit le couple, la vie professionnelle ou le reste. Je pense qu'il y a eu pas mal de séparations au niveau des couples et de reconversions professionnelles. Aussi, du coup, à cette période, à cause du chômage total ou partiel ou de licenciement pour certains. Et c'est vrai que ça ressort beaucoup pendant les consultations. J'ai beaucoup de personnes qui notent des changements importants dans leur vie à cette période-là. Mais en fait, derrière, ça n'a pas forcément débouché sur quelque chose de précis ou de construit. Il y a eu beaucoup de bouleversements, mais pas forcément constructifs. Du coup, les troubles dépressifs consécutifs à ça, cette perte de sens et cette perte de... je sais pas comment je pourrais dire, de réalisation de soi, c'est assez marqué. Je sais pas si c'est quelque chose que tu notes aussi. Après, nous, on a une vision un petit peu biaisée, parce que les gens qui viennent nous consulter, ils ne représentent pas la population générale. Mais effectivement, oui, ce que tu dis là, j'ai pu l'observer aussi. Maintenant, c'est difficile d'en faire une généralité. Mais bon, voilà, sur le fond, je suis d'accord avec toi. Ouais, on va dire que c'est plutôt c'est une tendance, quoi. Mais c'est vrai que c'est assez... ouais. En tout cas, dans la consultation, c'est assez marqué. Et comme les troubles anxieux, pour le coup... c'est vrai que la pandémie de Covid n'a pas forcément aidé les personnes anxieuses, avec une restriction des rapports sociaux et forcément un sentiment de méfiance un peu accru pendant les confinements, aussi avec la restriction des activités extérieures. En fait, c'était compliqué pour beaucoup de gens après les confinements et après du coup la pandémie, de réinvestir les moments sociaux, les lieux collectifs, parce que du coup il y a eu toute cette période d'isolement, de repli sur soi à son domicile. Au niveau des phobies sociales et de l'anxiété sociale, c'était compliqué, quoi. Ça, le Covid a renforcé ce trouble-là chez les gens. Au-delà du fait que ça majorait leur angoisse, le développement de la téléconsultation, avant le Covid, personne ne voulait en entendre parler, c'est un truc qui ne marchait pas, et ça a complètement explosé, en tout cas en psychiatrie, je ne sais pas dans les autres disciplines, mais... Voilà, du coup maintenant, moi j'ai des patients qui souffrent d'agoraphobie, qui vont plus s'exposer ou qui font même plus l'effort de venir en consultation, en tout cas qui n'y arrivent pas. On va dire que c'est un bénéfice secondaire pour eux la téléconsultation. Ils disent aujourd'hui je me sens pas d'aller m'exposer à l'extérieur, je vais faire une téléconsultation. Donc voilà, ce changement de mentalité ou de paradigme, je sais pas comment on pourrait dire dans la façon de gérer les consultations. Il y a certains patients à qui ça a vraiment pas rendu service. Et aussi par rapport aux conduites addictives, les consommations ont forcément été plus importantes. Donc je reviens toujours au premier confinement en 2020, mais parce que ça a été le plus marquant, c'était le plus strict. Il y a eu une hausse des consommations vraiment à ce moment-là, et ça pour le coup c'est quelque chose que j'entends beaucoup en centre d'addictologie. Parce que le confinement, je pense que c'était... les personnes se sont retrouvées vraiment seules avec leur mal-être et leur consommation, que ce soit d'ailleurs les consommations d'alcool ou de cannabis ou même d'autres produits, comme les catinones, les produits de synthèse. Peu importe le produit, j'ai envie de dire.
J'ai perdu ce que je voulais dire. C'est quoi les catinones? Les catinones, c'est donc des produits de synthèse, c'est des amphétamines. D'accord. Ok. C'est très facile de se procurer ces produits-là, donc je vais pas faire de la pub, mais D'accord. non, on peut se les faire livrer à domicile, c'est pas cher, donc voilà. Donc il y a eu une expansion aussi de ces produits-là d'ailleurs sur les dernières années. D'accord. Donc ce que je voulais dire, c'est que par rapport aux consommations, c'est qu'il y a des gens en fait qui pouvaient avoir avant le confinement, avant le Covid, un usage à risque. Et pour le coup, on parlait de facteurs déclenchants. Ça a pu être un facteur déclenchant dans le sens où ils sont passés dans un usage finalement problématique, alors qu'il n'était pas forcément, c'était pas forcément le cas avant. Ah, d'accord. Et puis la société, elle peut aussi avoir un impact sur l'expression symptomatique des pathologies mentales, donc la manière dont vont se présenter les symptômes et leur intensité. Donc ça, je reviens à ce que je disais avant, hein, si on n'investit pas suffisamment de moyens dans les soins médicaux, les soins sociaux, qu'on manque de structures de soins, de moyens humains, comme on peut le constater aujourd'hui dans le domaine de la dicto ou de la psychiatrie, il y a beaucoup de gens qui vont pas être suivis de manière adaptée et qualitative en fait. Enfin, en addictologie, on le constate, la majorité des patients auraient besoin d'un suivi beaucoup plus rapproché afin d'être contenus, d'avoir un soutien un peu plus régulier. Et bon, dans la réalité, il y a plein de moments où ils sont souvent désœuvrés dans l'attente d'un rendez-vous qui n'intervient pas au bon moment ou trop tard, ouais. Et on le voit aussi avec la file active des CMP, donc les centres médico-psychologiques, où les délais de rendez-vous sont clairement souvent d'1 an. Donc voilà, quand quelqu'un est en détresse psychologique et qu'on lui propose un rendez-vous dans 1 an, on peut imaginer ce que ça donne. Ouais, ça c'est vrai que bon, c'est pas forcément vrai dans tous les CMP, mais bon, c'est vrai que globalement, c'est pas toujours évident. Ok, je te remercie. Peut-être avant qu'on termine, j'aimerais bien qu'on donne un peu notre impression globale sur le film. Film que moi j'ai plutôt bien aimé, sachant que voilà, plus je le regardais, plus je trouvais des défauts. Donc j'ai dû le voir 5 ou 6 fois là, pour préparer le podcast. J'avoue que là, je sature un peu là, de Joaquin Phoenix et des références permanentes et vraiment limite du plagiat à des films de Scorsese, là, comme Taxi Driver ou The King of Comedy. Il y a vraiment des... quand on voit les films et qu'on voit Joker après, on se dit quand même c'est un peu abusé, quoi, parce que il reprend les scènes presque telles quelles. Enfin bon, on va pas toutes les citer. La scène avec le revolver devant la télé, ou quand il est dans le couloir avec sa voisine et qui fait semblant de se tirer une balle dans la tête, voilà, comme Robert De Niro dans Taxi Driver. Il y a ça, il y a la course-poursuite dans les locaux. Alors je sais plus... si, c'est à la fin du film, à la fin du film Joker, où quand il sort de la consultation psychiatrique et il essaie de s'enfuir, et puis on le voit passer d'un côté, puis on le voit passer de l'autre côté. Voilà, dans The King of Comedy, la même chose. Quand Robert De Niro, il débarque dans les bureaux de son idole, là, il se fait poursuivre par les services de sécurité. On le voit passer devant la porte une fois, et puis dans l'ouverture de la porte une deuxième fois. Enfin bon, ça c'est... Voilà. Donc ça marque pas mal, ça me sort un peu du film. Ça, et puis alors, je suis pas du tout spécialisé en cinéma ou quoi que ce soit, ou en image ou quoi que ce soit, mais l'étalonnage orange et bleu, j'ai vu que ça, moi, dans le film tout le temps. De l'orange et du bleu partout. Je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais ça m'a fatigué. Hein. Je suis un peu déçu quand même qu'on n'ait pas vu plus de sémiologie psychiatrique, mais bon, voilà, je pense que c'était pas l'angle du film non plus. Il y a les incohérences, pareil, dont on parlait tout à l'heure, le fait qu'il tire des balles en trop avec son revolver. Pareil, quand il se fait poursuivre, il se fait renverser par une voiture. Bon, ça c'est un peu classique. Là, moi je me fais renverser par une voiture, je suis au minimum inconscient. Voilà, lui, voilà, il boitille vite fait, quoi, et puis il se remet à courir. Bon, voilà.
Puis surtout quand il étouffe sa mère avec un oreiller, ça m'a fait marrer parce que bon, ça doit pas être facile d'étouffer quelqu'un qui a des lunettes d'oxygène dans le nez, quoi. Alors après, peut-être si tu appuies très très fort, tu dois faire en sorte que l'oxygène n'arrive plus à passer dans les fosses nasales, mais bon, voilà. Enfin bon, le film, il a quand même le mérite de proposer une origin story au personnage du Joker. Ça avait jamais vraiment été fait, ceci peut-être dans le film de Tim Burton, le premier, qui reprenait un peu aussi ce qui se passait dans Killing Joke, hein, le fait que le personnage tombe dans une cuve d'acide et qui ressorte en Joker. Mais voilà, mais là c'était anecdotique au départ pour juste présenter rapidement le personnage dans le film Batman. Là, c'est vraiment tout le film qui est dédié à la transition entre Arthur Fleck et le personnage de Joker. Voilà, et toi, qu'est-ce que tu en as pensé ? Bah, moi, j'ai adoré le film. Franchement, je me suis pris une vraie claque au cinéma. Alors, j'avoue que les références des films dont tu parles ne m'ont pas perturbée, étant donné que je ne les ai pas vus. Donc, shame on me, je n'ai pas vu Taxi Driver, je l'avoue. Et moi, j'ai adoré les aspects esthétiques et musicaux du film. C'est là une musique de... Alors, je sais pas comment ça se prononce. Guanadottir. Ah oui, Hildur Guanadottir. Qui est je sais plus, suédois ou norvégien, je crois. C'est une femme, non ? C'est un homme, je crois. Hildur, c'est un nom d'homme, ça ? Guanadottir. Bah, c'est son nom. Ouais. Hildur, c'est son prénom, non ? Ah, je sais pas son prénom. En même temps, bon, c'est un prénom pas commun. Attends, je vais regarder. Bah, du coup, ouais, en termes de couleurs, d'ambiance, de mélodie, la tension dramatique dans le film, je trouve vraiment que au global, ça crée un univers particulier. Et le soulèvement social de révolte qu'induit le Joker à la fin du film, bon, ça m'a foutu des frissons. Et puis pour la performance de Phoenix, quand même, qui incarne son personnage avec justesse, bah, en plus, je pense qu'il a eu un prix, non ? Je sais plus ce qu'il a eu comme prix. Il a été récompensé pour ce rôle-là. Je suis pas sûr. Hein. Du coup, il faut que tu fasses une nouvelle recherche. Ah ouais. Enfin, Hildur Guanadottir, c'est une femme. Ah bon ? Mince. Ouais. Bon, double shame on me. En tout cas, la performance de Phoenix, oui, moi je suis fan quand même. Je pense que le désespoir, c'est vraiment quelque chose de difficile à incarner sans le surjouer. Et vraiment, j'ai ressenti beaucoup d'empathie pour lui tout au long du film, donc rien que pour ça... Ah oui, t'as raison. Ouais. Oscar du meilleur acteur. Ah, quand même. Quand même. D'accord, ok. Ah oui, il y a eu d'autres trucs, Donc, ouais. sacrée performance. Ouais, d'accord. Très bien, on arrive à la fin de cet épisode. Une petite recommandation quand même avant de terminer. Est-ce que tu as envie de partager quelque chose, une expérience culturelle que tu as eue là, ces dernières semaines avec les auditeurs ? Ma recommandation ? Ouais. Du coup, ce serait le livre... donc ça s'appelle... Alors en français, ça s'appelle Retour à Brooklyn. En fait, c'est le livre qui a été adapté donc, au cinéma, qui a donné Requiem for a Dream. Et donc le titre en anglais, c'est ça, Requiem for a Dream. D'accord. C'est donc le livre a été écrit par Hubert Selby Jr. Il est paru en 1978 et le film a été fait en 2000. Donc il s'est passé un petit temps avant que ce soit adapté. Et oui, ça me tenait à cœur parce qu'on oublie souvent les livres derrière les films. Et pour le coup, ce livre, il est vraiment... Alors, il n'est pas autant percutant que le film parce que le film est quand même assez violent. Mais il a vraiment un style d'écriture assez cru. Et c'est vraiment sympa à lire quand même. Requiem for a Dream, ouais, il faudra qu'on en parle un jour. Bah, je sais pas si les gens sont prêts. Je crois que c'est un film de Darren Aronofsky. Hein. Ouais. C'est un peu spécial. Hein. C'est spécial. Bah, là aussi, la musique, elle est incroyable. Mais je l'ai pas vu, moi. Bah, donc, je te le conseille vivement. Bah oui, non, c'est sûr, on va en parler. Bon, moi, pour rester sur Joaquin Phoenix, j'ai vu le mois dernier le dernier film de Ari Aster qui s'appelle Beau is Afraid.
Et voilà, moi je dois reconnaître que j'ai vraiment adoré. Alors bon, je suis pas objectif parce que j'adore Ari Aster, enfin en tout cas j'ai adoré ces 2 premiers films, qui étaient des films, plutôt des films d'horreur, mais des films d'horreur intelligents, quoi. Des films A24, comme on dit, c'est des films d'horreur intello, en quelque sorte. Donc là, il fait un film un peu différent, c'est pas vraiment un film d'horreur, mais moi j'avais un peu peur hein, quand j'ai vu que le film durait 3 heures. Je me dis ça va être interminable, je vais pas en pouvoir. Ça a été le cas. Non, je suis pas d'accord. J'ai dû regarder ma montre qu'une seule fois, ce qui est quand même un record pour un film de 3 heures. Je me suis pas endormi, ce qui est encore plus incroyable. J'ai vraiment été pris du début à la fin. C'est impossible de raconter de quoi ça parle sans spoiler le film, mais voilà, je pense que ça correspond tout à fait à la représentation que moi je peux avoir d'un cauchemar ou d'un rêve. Arriver à mettre ça en image, bon certes avec Joaquin Phoenix qui fait du Joaquin Phoenix, donc c'est un peu bon. Voilà, il prend un peu de l'espace dans le film, quoi, mais à côté de lui, il y a des acteurs incroyables comme Denis Ménochet, qui est un acteur qui est complètement flippant. Hein. Je l'avais vu, moi, dans Jusqu'à la garde, où il jouait un ex-mari jaloux, enfin tyran familial, domestique, pardon, qui harcèle son ex-femme. Enfin, il fait vraiment froid dans le dos. Et là, c'est un peu pareil hein, dans ce film-là. Donc moi je recommande Boys of Fred, j'ai adoré. Si vous aimez Ari Aster, si vous aimez les films qui font réfléchir, allez le voir. Alors moi je déconseille vivement, en train de pourrir sa recommandation, non vraiment, fuyez. Bon après voilà, je pense que on en a parlé, je pense que ça dépend les attentes que vous avez en allant voir un film au cinéma. Mais pour le coup, moi, ce film Boys Afraid a été très douloureux. Donc, bon bah, allez le voir s'il est encore en salle, ou je sais pas, téléchargez-le. Non, on n'encourage pas les gens à télécharger, ou alors à regarder sur les sites de streaming ou à acheter le DVD. Ah. Mais voilà, au moins faites-vous votre avis. De toute façon, c'est toujours pareil. Moi, je fais pas trop attention à l'avis des critiques. Je préfère me faire mon avis à moi. Voilà. Enfin, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout, qui ont écouté le podcast dans son intégralité. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Twitter @maséancedepsy si vous voulez poser des questions ou suggérer des films dont vous voudriez entendre parler. Dans le prochain épisode, on va s'intéresser au film Shutter Island de Martin Scorsese. J'adore Scorsese. C'est pas vrai, je déteste, ça va être terrible. En plus, je crois que le film il dure 2h30. Ça va être épouvantable. C'est moins long que Boys Afraid. C'est moins long que Boys Afraid. Enfin bon, je dis ça, j'ai l'affiche du film dans mon cabinet. Donc bon, je l'ai vu qu'une fois. Et voilà, j'avais commencé à lire le bouquin à l'époque, ça m'était tombé des mains, où ça m'arrive de lire des bouquins. Voilà, en général, je les garde pas souvent dans les mains. Et puis quelques années après, j'ai vu qu'il y avait une adaptation au cinéma, donc je me rappelle l'avoir vu. J'ai quasiment aucun souvenir du film, donc ça va être très intéressant de le revoir. J'espère que j'aurai pas à le revoir 4 fois pour qu'on puisse en parler la prochaine fois. Enfin voilà, écoutez, d'ici là, on vous souhaite plein de belles séances de cinéma et on vous dit à bientôt. Salut Laetitia, salut à tous. Salut, à bientôt.